Stéphane, aujourd'hui on parle du sommeil. Dormir mal, mal dormir, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un nombre d'heures minimum pour avoir une bonne qualité de sommeil? Explique-nous un peu ta vision là-dessus. Alors, il faut savoir qu'à la base, moi je suis ORL et je m'occupe depuis 1986 de ronflement, apnée du sommeil. Je fais partie d'une équipe maxillofaciale où on fait des avancées bimaxillaires pour traiter les apnées du sommeil sans devoir mettre la CPAP. Donc, c'est un sujet quand même que je fréquente depuis très 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 longtemps, du côté chirurgical. Donc, je suis incapable d'interpréter du sommeil. Voilà. En gros, schématiquement, si je vais être très simple, il y a plusieurs stades dans la profondeur du sommeil. Les stades superficiels ne servent entre guillemets à rien. Il faut arriver en sommeil profond. C'est là où on récupère physiquement, psychiquement. C'est là où on fixe la mémoire en long cours. Donc, ce qu'on a appris en journée est printé grâce à ce stade profond du sommeil. C'est là où on rêve et c'est là où on détoxique le cerveau. Donc, alors, quand un patient me dit je dors mal, je ne m'endors pas, je me réveille souvent la nuit, je ne rêve pas, c'est une urgence médicale liée de maladie qu'on appelle Alzheimer, démence diverses, Parkinson, point de vue oxydation du cerveau. Alors maintenant, ça, des jambes sans repos, ce sont des personnes qui, pendant la nuit, jouent au football, hein, ont des secousses dans les jambes, réveillent leur voisin ou leur voisine, et ça les auto-réveille également. Donc le fait de gigoter, de bouger les jambes sans se rendre compte, eh bien, ça nous auto-réveille. On passe en sommeil profond, en sommeil superficiel, cause majeure également de troubles du sommeil, mais c'est quand même assez rare, c'est pas la majorité des patients. Alors maintenant, comment est-ce qu'on fait pour bien dormir? Eh bien, tout d'abord, pour bien dormir, il faut ne pas avoir un voisin qui ronfle. Mais le problème, on peut aussi être son propre ronfleur. Donc, il y a des patients qui viennent voir en disant, docteur, je m'auto-réveille la nuit parce que je ronfle tellement fort. Et parfois, on a des patients, on le prouve dans les tests du sommeil, qui se réveillent avec leur propre ronflement, mais ils ne s'en rendent pas compte. Pourquoi? Parce qu'on va à un stade 1, 2, 3, 4 REM du sommeil, et puis on ronfle soi-même, on fait ça, et puis hop, on s'auto-réveille à stade 1 ou stade 2, on n'est pas conscient de son réveil. Donc sur des patients, il faut des micro-réveils inconscients. Mais ils peuvent s'auto-réveiller comme ça 5, 10, 15, 20, 30 fois par heure. C'est comme si on avait des squeeze. Le matin, il se lève complètement fatigué, l'impression d'avoir dormi pour rien. Donc ça, alors, il y a un deuxième problème pour le sommeil, qui est la pure mécanique, c'est le nez bouché. Il y a des patients, ils s'auto-réveillent sans arrêt parce qu'ils sont inconfortables pour dormir, tellement ils ont le nez bouché, la bouche sèche, ils sont en train d'étouffer, ça les énerve et puis ils dorment mal. Et là, c'est la mécanique. Il faut voir ce qui se passe dans le nez. Ça, c'est consultation réelle. Et il faut savoir qu'une des causes de nez bouché la nuit, c'est bêtement l'hypothyroïdie, par rétention d'eau dans le nez, voire apnée du sommeil, par rétention d'eau dans la base de langue. Et malheureusement, j'en rencontre toutes les semaines, il y a des patients qu'on met sous CPAP, cette alien qu'on met pour dormir, alors qu'ils sont bêtement hypothyroïdiens. On aurait pu éviter cette alien. Voilà. Je ne dis pas que c'est tous les cas, c'est un certain nombre de cas, mais pas négligeable, loin de là. Ou bien des patients qui sont tout simplement en surpoids, hein, ils ont 20, 30, 40 kilos trop, et puis ils ont toutes les complications, ils ont la CPAP, ils ont le cholestérol, ils ont l'arthrose du genou de l'ange, ils ont le diabète, voilà. Donc, le surpoids, mais peut-être une cause de mauvais sommeil. Également, pour bien dormir, il faut la mélatonine. C'est une hormone sécrétée par l'épiphyse au niveau du cerveau. Et comme toutes les glandes endocrines, cette épiphyse, avec l'âge, elle fonctionne moins bien, elle se fibrose et on ne fait pas pleurer une pierre. Donc il n'y a plus de mélatonine, mais il faut en donner, tout simplement. Et ce qui est typique de la mélatonine, c'est le rêve. Donc quand quelqu'un me dit je dors mal, mais je rêve, je sais que ce n'est pas la mélatonine. La mélatonine doit être bonne. Mélatonine, première cause de démence, déjà, c'est connu depuis très, très longtemps. Donc maintenant, on appelle ça Alzheimer. Donc la mélatonine basse, je ne rêve pas, je me réveille sur la nuit. Attention, il faut donner la mélatonine. Et c'est pas qu'un somnifère, c'est pas qu'un lormétazépam ou autre benzo qu'on règle le problème. Là, on ne fait qu'enfoncer le patient. Il va dormir bien, mais il va dormir mal, pas assez profond, et ça ne sert à rien. Autre chose importante pour bien dormir, c'est le GABA. Alors le GABA, c'est comme la sérotonine, un neurotransmetteur freinateur. Donc on a l'accélérateur dopamine, noradrénaline, et on a les freinateurs qui sont sérotonine et GABA. Et GABA, c'est typique, les patients manquent de GABA sont des patients, souvent des patientes, mais parfois des patients, qui sont énervés, stressés, savent pas se détendre, ils ont l'impression d'avoir la boule au niveau de ce qu'on appelle la boule H. Et pour se détendre, ce sont des patients ou des patientes qui iraient bien vers un petit verre d'alcool, voire vers un petit Xanax, un petit Lianxia, pour se calmer, voire des sucres pour se calmer. Et il faut savoir que chez la femme,
parce que c'est quand même la femme qui est très souvent concernée par ces prises de benzo, hein, que le médecin pouce-bouton prescrive. Hein, donc, docteur, je suis énervé, stressé. Ah ben, voilà, madame a pris l'Isaxia, et puis 15 ans après, la madame, elle prend toujours son Isaxia. Alors qu'on connaît depuis le départ, depuis les 60, ces médocs qui auraient dû être prescrits pendant 3-4 jours. 20 ans après, le médecin renouvelle les prescriptions de l'Isaxia. Et donc, le meilleur stimulant du GABA, donc cette molécule naturelle qui fait qu'on est cool, qu'on n'a pas besoin de prendre des benzodiazépines, c'est la progestérone. Et donc, c'est typiquement les femmes de 35, 40, 45, 50 ans qu'on met sous ce type de calmant, parce qu'elles manquent de progestérone. Et si on leur donne leur progestérone, eh bien, comme par miracle, en une ou deux nuits, le sommeil est régularisé. Et ces femmes-là ont très souvent d'ailleurs ce qu'on appelle un syndrome prémenstruel. Avant les règles, rétention de l'essaim, prise de poids, changement de caractère, elles deviennent irritables, chiantes, énervées, elles dorment mal. Et puis on leur prescrit une benzodiazépine pour les calmer, alors qu'un peu de progestérone aurait suffi à régler le problème. Qu'elle soit progestérone naturelle, soit progestérone dans la gamme phyto. Pour bien dormir, dernière chose, il faut également avoir une bonne hormone de croissance. Alors, hormone de croissance, docteur, vous savez, moi j'ai 45 ans, je suis à 1m73 ou 1m73, j'ai pas d'hormone de croissance. Non, madame, mais l'hormone de croissance sert à vous réparer, à garder une masse sèche importante, à ne pas faire de gras partout, mais également, l'hormone de croissance sert à dormir, à un sommeil récupérateur. Et typiquement, les adultes qui manquent d'hormone de croissance, ils doivent dormir, alors qu'avant ils dormaient 4 heures. Moi j'ai besoin de dormir 4-5 heures pour être bien, avant, ils dormaient 6, 7, 8 heures. Maintenant, ils doivent passer à 10, puis à 12, puis bientôt, ils dorment 15 heures par jour. Ils ont l'impression de ne pas encore être très frais au réveil. C'est typique. Le manque de croissance donne. Ça doit chez les patients qui disent je dois dormir de plus en plus. Donc, très important, le manque de croissance. De nouveau, c'est tout un chapitre, trop long à parler, mais qu'est-ce qui fait que une bonne hormone de croissance? Le fait d'avoir une bonne vitamine D, un bon magnésium, un bon zinc, le fait d'avoir un bon potassium, le fait d'avoir une bonne DHA, un bon œstrogène, une bonne testo. Donc, c'est toutes des substances, des choses qu'on doit optimaliser chez nos patients. Et naturellement, l'hormone de croissance, elle va s'améliorer. Puis le patient, il dit, tiens, maintenant, avant de vous voir il y a quelques mois, je dormais 12 heures par jour, maintenant, je suis à 6-7 heures, je pète la forme. Alors, on entend souvent aussi parler d'une plante. Est-ce que tu peux nous renseigner là-dessus? C'est l'ashwagandha. Oui, alors l'ashwagandha, c'est un peu une plante fétiche pour moi. L'ashwagandha, ça a des effets, mais c'est génial. Donc, ça a des effets favorables au niveau de la surrénale. Donc, chez les femmes, ça augmente la synthèse de DHA, donc testo s'améliore. Moi, je ne suis pas prouvé chez l'homme. Ça améliore le cortisol aussi, c'est trop bas. Et donc, ça le fait monter. Et que c'est trop, ça le fait baisser. Donc, c'est adaptogène. L'ashwagandha a également un effet au niveau de la qualification osseuse, donc moins d'ostéoporose, a des effets également au niveau des performances physiques, au niveau de la masse musculaire. Donc, quand on fait du sport, on est sur l'ashwagandha, on fait plus de muscles. Et l'ashwagandha a également un effet GABA-like, donc c'est comme le GABA. Donc, l'ashwagandha pris le soir fait qu'on dort mieux. Ouais. Tout comme des plantes sédatives qui s'appellent la valériane, la mélisse et d'autres qui ont effet également donc GABA-like. Ouais. Alors, dernière chose, un des produits que tu connais, le Brain Active, oui. Dans quel sens est-ce qu'il peut aider au sommeil? Est-ce qu'il aide au sommeil de qualité? Ben, le Brain Active, donc, c'est un produit qu'on a mis sur le marché dans le but d'améliorer les taux de sérotonine. La sérotonine, c'est le bien-être, je ne suis pas énervé, donc je ne suis pas irritable, je ne suis pas agressif, je n'ai pas de compulsion pour le sucre, l'alcool en fin d'après-midi. Et la sérotonine est le précurseur de la mélatonine. Donc on se rend compte qu'en améliorant la sérotonine, ben, fortiori, on améliore la mélatonine également, puisque ce sont dérivés de fin de soirée. Et dans le Brain Actif, on a mis du griffonia avec du 5-HTP. 5-HTP veut dire 5-hydroxytryptophane. Donc tryptophane, protéines du matin, des protéines du matin, je répète bien, des protéines du matin, pas du midi, pas du soir, devient 5-HTP, qui devient sérotonine, qui devient mélatonine. Donc en mettant du 5-HTP dedans, on améliore la mélatonine. Il y a également du safran, qui a un effet également au niveau positif de la sérotonine. On a de l'huile essentielle de lavande, qui améliore la sérotonine. On a également du rhodiola, qui améliore la surrénale et qui améliore la dopamine cérébrale. Et on a également dans le Brain Actif donc voilà, j'ai fait le tour. Et donc, on a fait l'amélioration du sommeil via la hausse de la sérotonine. En effet, on se rend compte que les gens dépressifs qui ont tous les symptômes de dépression, eh bien, ils dorment mal parce qu'ils n'ont pas de mélatonine.
Et c'est typiquement, j'ai encore eu le cas il y a quelques jours, patient qui me dit, vous savez, depuis que j'ai mis une protéine le matin, depuis que je mange la viande, du poisson le matin, qu'est-ce que je dors bien? Ben, logique, puisque la brique tryptophane qu'on ne prend quasiment que le matin, un peu le midi, est devenue sérotonine, le patient ne déprime plus, est devenu mélatonine, je dors bien. Eh bien, merci, à la semaine prochaine. Voilà, merci.